il y a toujours un risque, et c'est un petit peu pour ça. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est quand on regarde les prospectus de quasiment tous les acteurs, ils excluent les clients américains. Ok, ouais, bien sûr. Parce que le régulateur américain est extrêmement rigoureux sur justement cette reclassification. Et quand on vend des produits aux États-Unis, il y a une énorme chance d'être reclassifié en vendeur de securities. Alors effectivement, il y a quand même, faut quand même le dire, il y a quand même une situation très particulière. Il y a 3 ans ou 4 ans, non seulement les intérêts étaient à zéro, ou ils étaient même négatifs sur certaines devises, comme l'euro. Les stablecoins n'étaient pas très attractifs, et en fait, les banques, alors pas pour les clients retail, mais pour les clients institutionnels, faisaient payer l'argent sur les comptes. Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, je reçois Maxime de Guibon. Salut Maxime. Bonjour. Alors, tu es CEO de OpenTrade. On va voir ce que fait OpenTrade. Et aujourd'hui, on va parler de bons du trésor américain tokenisé. On va voir ensemble quelles sont les différentes options pour s'exposer aux T-bills américains qui sont une option intéressante aujourd'hui puisqu'on est aux alentours des 5%. Il y a pas mal de solutions blockchain qui permettent de s'y exposer. Et on rappelle, les bons du trésor américain sont des titres de dette émis par le gouvernement américain pour financer ses dépenses. Et ils sont garantis par le gouvernement américain, donc ils sont plutôt considérés comme un actif sûr. Alors ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement. Avant que l'épisode ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cryptostalk si ce n'est pas encore déjà fait. C'est la chaîne secondaire en fait sur laquelle on publie tous les épisodes du podcast et vous pouvez retrouver l'épisode une semaine à l'avance. Une fois qu'on s'est dit tout ça, Maxime, je te propose de faire un tour d'horizon des différentes solutions sur le marché qui existent pour s'exposer aux bons du trésor américain via la blockchain et on verra justement OpenTrade en fait partie. Je te laisse un peu la parole pour commencer. Exactement, merci. Peut-être pour du contexte, c'est vrai que c'était assez récent. On va dire la remontée des taux et l'engouement pour les stablecoins font qu'on se retrouve avec une population, alors je ne sais pas, les stablecoins, on en est à quelques centaines de milliards de stablecoins au total. Ouais. On se retrouve avec des investisseurs qui ont des dollars ou des euros ou d'autres devises, effectivement, qui se retrouvent à vouloir les investir. Autant pour certaines cryptos, on peut les staker, l'Ethereum, Solana, etc., et générer du yield. Autant, effectivement, pour des stablecoins, il y avait très peu de solutions d'investissement dans la mesure où soit on les prêtait à des acteurs un petit peu d'un modèle traditionnel comme des Celsius Network, des BlockFi à l'époque. Effectivement, l'histoire fait que c'est peut-être moins populaire que ça ne l'a été. On rappelle ces deux entreprises qui ont fait complètement faillite. Qui ont fait faillite, qui empruntaient des cryptos en tout genre et qui les prêtaient à des contreparties avec une gestion des risques plutôt aléatoire et comme je pense les investisseurs l'ont vu, une protection quasi nulle aux prêteurs. Donc effectivement, il y avait peu de solutions ou pas de solutions pour les stablecoins, surtout dans la mesure où les émetteurs de stablecoins, que ce soit Circle, que ce soit Tether, ne peuvent pas aujourd'hui rémunérer les investisseurs ou les holders de leur stablecoin, puisque ça les ferait rentrer en fait dans la catégorie des titres financiers ou securities, qui est extrêmement régulée. Et forcément, aucun des émetteurs ne veut rentrer dans cette catégorie. Alors, sachant qu'il y a des stablecoins aujourd'hui qui rémunèrent les détenteurs avec du yield, mais c'est en général des stablecoins décentralisés qui font ça. Décentralisés ou alors qui ont une espèce de niche en termes d'investisseurs. Mais en règle générale, on va dire un stablecoin dont l'émetteur distribuerait du yield ou de l'intérêt serait grosso modo classifié comme une securities, ce qu'ils essayent tous d'éviter à tout prix. Et on a vu d'ailleurs, même sur les autres cryptos, des cas comme Ripple, Coinbase, etc., qui sont en procès continu avec la SEC aux États-Unis pour justement se démarquer, alors pas que sur du stablecoin, mais du statut de securities pour les cryptos qu'elles custodient, qu'elles prêtent, etc. Donc effectivement, il y a ce besoin de générer des intérêts et il y a très peu de solutions. Alors effectivement, quand les taux d'intérêt sont bas, ce qui était le cas il y a encore 3-4 ans, il y avait très peu de chances de pouvoir se rémunérer, on va dire, correctement avec des actifs un petit peu traditionnels. Et c'est sûr, effectivement, les taux du trésor, comme tu l'as bien mentionné,
Aujourd'hui, alors on est retombé un petit peu en dessous des 5%. Hein. Je regardais hier, on est à 4,96 sur du 28 jours en termes de T-bills, mais ça reste quand même beaucoup mieux que zéro. Ouais. Et surtout, c'est un intérêt qui est, si les investissements sont faits sur des T-bills, ou même en euros sur des bonds des gouvernements européens, l'asset le plus safe, le plus sûr de sa catégorie. Si jamais le gouvernement américain fait un default sur sa dette, bon, il y aura mal dans le monde. Voilà, il y aura beaucoup plus de problèmes que purement de l'intérêt sur des stablecoins. Ouais. Donc voilà un petit peu on va dire la raison de l'engouement, on va dire soudain, c'est qu'on a un asset qui ne génère pas d'intérêt, qui peut être investi maintenant sur des produits relativement sécurisés et qui génère un retour sur investissement. Alors c'était 5,20, 5,30, c'est maintenant passé un peu en dessous de 5. Avec la baisse des taux, ça va continuer un petit peu à diminuer, mais on reste quand même dans des niveaux assez intéressants. Sur l'euro, on est plus sur du 3,50, 3,54. Ok. Dans ce genre de choses. Donc voilà un petit peu on va dire le contexte. Le contexte. Alors, faut toujours faire un petit peu attention quand on dit on va acheter des bills tokenisés. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les bonds du gouvernement américain ne sont absolument pas tokenisés. Ils sont émis par le Trésor dans des banques tout à fait traditionnelles et vendus au marché d'une façon extrêmement traditionnelle avec des acteurs purement traditionnels. Et d'ailleurs, tu l'expliquais justement en off juste avant, c'est que tous les acteurs dont on va parler là, en fait, finalement, ce sont des surcouches de ces bons du Trésor, ils vont les tokeniser, mais le gouvernement américain, pour avoir vraiment des bons du Trésor tokenisés en tant que tels, il n'y a que le gouvernement américain finalement qui pourrait le faire, quoi, de façon native. En général, il n'y a que l'émetteur d'un asset financier qui peut le tokeniser à sa vraie valeur. Ouais. Alors, on peut débattre pendant des heures de pourquoi c'est pas fait, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, en termes d'assets tokenisés, qu'est-ce qu'on a ? On a les cryptos, encore ça tout le monde connaît. On a les stablecoins qui sont émis nativement dans leur devise. Alors, peu importe ce qui back le stablecoin, mais c'est du dollar, de l'euro, etc. On a les NFT qui représentent un petit peu ce qu'on veut, mais généralement des images de l'art, etc. On a certains fonds dont les parts de fonds peuvent être tokenisées nativement. Et ça, on va en reparler parce que la majorité des solutions, en fait, ne tokenisent pas le sous-jacent, mais tokenisent les couches ou les structures qui achètent ces sous-jacents. Quelques dettes privées peuvent être tokenisées. Donc, je peux décider en tant qu'institutionnel de dire, ben voilà, je vais vendre un petit peu comme un ICO à l'époque, mais sur de la dette et non sur de l'equity. On a quelques dettes publiques. Donc, on a vu le European Investment Bank qui a émis des bons sur 3 ans sur des chaînes généralement privées ou publiques. HSBC a fait pareil, Goldman Sachs a fait pareil sur leur plateforme. Très difficile d'accès, très peu liquide, plus pour un effet d'annonce que pour un véritable aspect commercial. Et la dernière, on va dire, catégorie, c'est effectivement ce qu'on appelle un right sur des fonds traditionnels, sur des money market funds, ce que fait par exemple Archax, qui est un acteur de la crypto en Angleterre. Et pourquoi tout ça ? Parce que le régulateur n'autorise pas généralement les émetteurs traditionnels d'émettre nativement des fonds d'une manière ou d'autres assets d'une manière tokenisée. Donc voilà un petit peu le dilemme, ouais. C'est-à-dire qu'on a toute une catégorie d'investisseurs dans le Web3 qui sont majoritairement investis en crypto et en stablecoin, qui opèrent des wallets, mais finalement tous les sous-jacents sont tout à fait dans une partie traditionnelle, avec des émetteurs traditionnels. Et donc du coup, il a fallu trouver des solutions pour faire le lien, faire le bridge entre le Web3 et ces assets qui sont dans le monde traditionnel. Exactement. Et en fait, donc on va voir, il y a plusieurs solutions pour englober ces assets, ces bons du Trésor, pour justement, en fait, ils vont apporter une surcouche pour tokeniser justement ces bons du Trésor. Il y a 3-4 catégories. Peut-être on peut commencer par la première. Celle dans laquelle on peut placer Backed Finance, où en fait ce sont des SPV, donc des véhicules non régulés qui sont tokenisés et qui achètent des T-bills à un broker ou des parts de fonds existantes
alors ça marche un petit peu. Alors peut-être pour parler dans un langage crypto, c'est comme les wrapped BTC. Donc les bitcoins wrappés qui sont émis sur Ethereum, c'est-à-dire qu'on va acheter un asset d'un côté et on va créer une structure pour l'englober et la revendre ailleurs d'une manière un petit peu différente. Donc effectivement, dans ce que fait Bakkt par exemple, c'est alors, de mémoire une structure indépendante, une SPV à Jersey, qui va acheter des actifs. Alors, ils vont certainement lister les actifs qu'ils achètent, hein, mais c'est effectivement des bons du trésor, c'est des money market funds, c'est des choses assez sécurisées. Et ensuite, cette SPV va émettre en fait de la dette d'une manière tokenisée, donc de la dette privée, d'une manière tokenisée que des investisseurs peuvent acheter. Et donc, du coup, comme la SPV n'a pour seul but que de récupérer de l'argent de ces investisseurs et de l'investir dans des titres, on va dire, sécurisés, le risque pour l'investisseur est en fait la SPV en elle-même, mais finalement la SPV n'a que seul but d'acheter des assets sur le marché traditionnel. Et c'est une manière indirecte d'avoir pour l'investisseur final accès en fait à de l'intérêt basé sur des assets traditionnels, mais pas directement. Et en sachant que, alors je te coupe. Non, vas-y. En sachant, et ce qui est extrêmement important dans notre conversation d'aujourd'hui, que ce soit des parts de fonds, que ce soit de la dette qui est émise par des SPV, des institutionnels, etc., ou que ce soit des fonds eux-mêmes, ils sont classifiés en tant que titres financiers, en tant que securities. Ce qui ne permet pas à tout un chacun d'investir, ce qui contraint en fait soit l'émetteur, soit l'investisseur, soit le distributeur, soit le marché en général, donc les échanges, etc., a pas mal de règles. Alors on peut rentrer dans quelques règles en détail, mais typiquement pour des securities ou pour des titres financiers, il faut être un professional investors ou qualified investors, etc. Donc, en gros, c'est un minimum un gros montant pour en acheter, je crois que c'est $100,000. Ou même pas, mais surtout, par exemple, avoir peut-être 5 millions de patrimoine, gagner peut-être $200,000 par an. Chaque pays a sa catégorie. Non, et sur ce type de règles. Mais effectivement, on est rarement en dessous du million d'euros ou de dollars de patrimoine. Et on est rarement en dessous de 100 000 euros d'investissement, au moins pour la première tranche. Donc le particulier ne sera pas du tout la cible de ce type de produit. Le particulier riche, peut-être la cible de ce type de produit. Mais c'est surtout pour des family office, des institutionnels, des investisseurs quasi professionnels. Et surtout, il y a une limitation extrême sur la façon dont on peut redistribuer ce genre de produit. Parce que qui redistribue ou distribue ce genre de titres financiers, dans le monde traditionnel, c'est vos banques, c'est des brokers, etc. Je ne veux pas nécessairement citer, mais ça va être les banques classiques traditionnelles, qui sont régulées, qui ont des licences, qui peuvent opérer que dans certains marchés. Et ça, dans un monde crypto, si on prend des échanges crypto ou des néobanques crypto, la majorité n'ont pas et ne veulent pas avoir ce genre de régulation, de licence, etc. D'où le fait qu'elles vont travailler avec ce type d'acteurs qui vont tokeniser des bons du trésor. Donc, ces produits-là, le produit de Bakkt, par exemple, où dès que les gens émettent que ce soit des fonds ou de la dette, c'est véritablement à destination de l'investisseur final. Donc, il faut que ce soit son propre argent. C'est très rare qu'on puisse redistribuer ce genre de produit à du retail, comme tu l'as mentionné. D'où la deuxième catégorie aussi. Là, on va parler de tokenisation de fonds, pour le coup, régulés. Ça va être le cas, par exemple, du produit en Beedle de BlackRock, de l'OUEG de Hondo Finance. Donc là, je crois que le risque de contrepartie il est plus faible parce que l'entité elle est régulée et qu'on ne va pas tokeniser des titres de dette, mais des parts directement du fonds. Et là, pareil, c'est un produit qui est réservé aux investisseurs qualifiés. Donc la cible, ça va pas être le retail, encore une fois, à moins que ce soit des personnes ultra riches. Alors, tout à fait. Donc, alors, ce qui est hyper intéressant avec le fonds de BlackRock, c'est que BlackRock aurait pu tokeniser un fonds américain classique qu'ils ont, les liquidity funds, des money market funds, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, le régulateur aujourd'hui ne permet pas de ces fonds
à être tokenisés nativement. Donc ce que BlackRock a fait, c'est qu'ils ont créé un fonds au Caïman ou au BVI, un des deux, dans on va dire une juridiction qui régule beaucoup moins ce genre de véhicules. BVI, je précise, c'est les îles Vierges britanniques. Les îles Vierges britanniques, pardon. Ouais. Pas de souci. Ils ont créé ce fonds qui investit à 100% dans un autre fonds BlackRock qui, lui, est, on va dire, régulé aux États-Unis. Et en fait, du coup, il y a plusieurs couches, des couches et des surcouches. Alors, ce qui est intéressant avec ce fonds-là, c'est qu'effectivement, sans rentrer dans les termes trop techniques, mais l'entité en fait qui maintient le registre des investisseurs. Pour chaque fonds, il y a une entité qui maintient le registre d'investisseurs. Ça s'appelle des Central Securities Depository en Europe, ça s'appelle des Transfer Agents aux États-Unis. C'est Securitize, qui est en fait un transfer agent digital. C'est-à-dire qu'eux vont, sur la blockchain, enregistrer qui sont les acheteurs de ce fonds. Donc, il n'est pas accessible. Il faut s'enregistrer avec Securitize en tant qu'investisseur pour pouvoir accéder à ce fonds. Je crois que le minimum là-dessus est 5 millions de patrimoine, etc. Donc, encore une fois, c'est beaucoup plus tourné vers des investisseurs institutionnels qui voudraient investir dans un fonds BlackRock sans passer par la case US$, mais en restant, on va dire, en stablecoin. La réalité, c'est qu'au final, les stablecoins sont envoyés, convertis en dollars, et en fait, tout se fait en fiat, de toutes les façons. Sachant que le USG, par exemple, de Ondo, tu peux l'acheter en USDC si tu en as envie. On peut tout à fait l'acheter en USDC et avoir des parts. Oui, tout à fait. Pour BlackRock, non, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ouais. Si, on peut en USDC, mais ce qui se passe au final, c'est qu'ensuite, l'USDC est converti. Complètement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, sachant que, par exemple, si on prend l'OUSG de BlackRock, de Ondo Finance, pardon, donc, qui est un peu dans la même catégorie, je crois qu'à l'époque, ils tokenisaient le fonds iShares de BlackRock, qui était un ETF, en fait, qui était exposé au bon du trésor américain. Et maintenant, je crois qu'ils ont en collatéral à la place le fameux token BUIDL de BlackRock. Et donc là, en l'occurrence, directement, tu convertis tes USDC en BUIDL, enfin ce que fait Ondo en tout cas. Alors qu'avant, je crois que le USG, ça pouvait prendre plusieurs jours, parce qu'effectivement, comme tu disais, les USDC étaient convertis en dollars, ça prenait plusieurs jours, tu étais dépendant du cycle des marchés traditionnels et donc pas ouvert H24. Et donc il y a eu ce changement-là au niveau de l'OUSG. Mais finalement, c'est marrant parce que donc, BUIDL de BlackRock tokenise des bons du trésor américain, et l'OUSG va finalement être une surcouche qui a comme collatéral du BUIDL. Ouais, alors il y a plusieurs raisons pour ça. Ouais. Raison numéro 1, le fonds BlackRock ne va pas accepter n'importe qui, n'importe quand. Il faut avoir une certaine... Encore une fois, c'est plus pour les institutionnels. Donc si jamais je détiens des USDC, je ne vais pas pouvoir accéder au fonds BlackRock directement. Je vais investir dans un fonds qui va investir dans le fonds BlackRock. En gros, c'est une manière qui est assez traditionnelle, assez classique, d'agréger une demande plus retail. Bien sûr. Pour ensuite pouvoir accéder à des supports qui sont typiquement plus institutionnels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour parler d'Ondo, donc ils ont OESG qui va investir, qui est un fonds qui va investir là-dessus. Ils ont aussi USDY, qui est présenté comme un stablecoin générant des intérêts. Alors, moi, j'inviterais tout le monde à vraiment aller sur ces sites et regarder la documentation. Je ne dirais pas que c'est pire que les assurances, mais il faut vraiment regarder un petit peu la structure dans laquelle on investit, quels sont les risques, quels sont les montants minimums, etc. Qui est derrière quoi, comment c'est géré. En quelques mots pour l'USDY, de ce que je comprends, c'est que c'est une structure qui est ce qu'on appelle bankruptcy remote, c'est-à-dire que si demain Ondo Finance fait faillite, ce ne sera pas le cas de la structure qui gère l'USDY, que ça prend à peu près 40 jours pour vraiment obtenir tes USDY, que tu dois être whitelisté et donc faire un KYC, que si tu as envie de les échanger, il faut que ce soit à d'autres wallets qui ont été aussi qui ont été whitelistées. Et le jour où tu veux sortir, le virement, tu récupéreras l'argent via virement et pas via une transaction on-chain. Alors, tout en fait vient de la façon dont ces produits ont été créés au départ. USDY, alors je ne vais pas parler régulation pendant très longtemps, mais c'est ce qu'on appelle un Reg S. Ce qui est en fait une catégorie de fonds aux États-Unis qui permet de servir le marché retail. Mais effectivement, viennent les restrictions associées à ce type de licence, d'enregistrement, qui sont on ne peut pas le trader avant 40 jours. Donc il faut le garder pendant 40 jours.
on peut s'en séparer ou le trader qu'avec des whitelisted, enfin d'autres wallets qui ont été whitelistés au départ, etc. Donc il y a toute une... C'est pas un stablecoin que je vais pouvoir utiliser sur Ethereum et l'envoyer, payer, etc. Donc, voilà. Mais chacun a essayé de trouver une espèce de niche pour pouvoir servir un marché bien distinct. Alors, on n'a peut-être pas parlé enfin, on a parlé des investisseurs, c'est-à-dire des gens avec un patrimoine plus ou moins conséquent, hein, qui aimeraient investir ou générer des intérêts sur leur stablecoin. Nous, d'un point de vue OpenTrade, et c'est un petit peu pour ça qu'on s'est lancé sur le marché, c'est qu'en fait, on ne s'adresse pas à ces investisseurs-là. Nous, on va s'adresser aux agrégateurs, aux échanges, aux fintech, qui eux ont vraiment du B2C, donc du retail pur et dur, et qui n'ont pas ni les licences, ni la volonté d'avoir les licences, pour en fait faire en sorte que leurs utilisateurs soient rémunérés d'une façon légale dans toute une variété de pays. Et ces gens-là, de nous, ce qu'on voit, sont vraiment des gens qui sont crypto-natifs, sont des gens qui sont dans des pays, on va dire, plutôt émergents, même si on a des clients en France, en Suisse, je pense à Trax en France notamment, qui en fait a toute une offre dédiée et qui nous utilise, pour faire en sorte que leurs clients puissent avoir accès à du yield. Alors, effectivement, les bons du Trésor américain sont une chose, des bons européens, et puis on se lance sur d'autres types d'assets, du trade finance, etc. Ok. En sachant que toutes les solutions dont on a discuté aujourd'hui sont véritablement des structures SPV, type SPV ou des fonds, qui vont investir sur un sous-jacent, et je peux acheter soit de la dette de cette structure, soit des parts. Oui, complètement. Alors après, il y a la troisième option, hein, et là c'est ce que fait Spyco, l'acteur français. En gros, ce sont des fonds qui sont ouverts au grand public. Ils ont un prospectus, donc c'est-à-dire que d'un point de vue réglementaire, c'est quelque chose de plus lourd, de plus contraignant. Et ils sont distribuables aussi à partir d'un montant minimum que eux définissent. En l'occurrence, pour acheter des bons du Trésor américain via Spyco, je crois que le minimum c'est 1000 USDC. Donc beaucoup plus accessible. Et donc j'ai l'impression qu'il n'y a que Spyco qui fait ça actuellement. Si je veux dire un mot sur cette catégorie-là, et après on parlera de la catégorie d'OpenTrade. Alors, je ne les connais pas tous par cœur. Hein. Ouais. Alors, Spyco, effectivement, de ce que j'ai regardé, on peut investir directement dans des money market funds et les garder chez un custodian. Je sais qu'il y a aussi Archax, dont je parlais un petit peu tout à l'heure, qui fait plus ou moins la même chose. Il y a un minimum de 5000 de mémoire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore l'approval pour vraiment faire du retail, mais qui, eux, distribuent des fonds Aberdeen, BlackRock, je crois, et quelques autres money market funds également, qui s'inscrivent dans un petit peu la même logique. Peut-être la différence entre Spyco et les autres, c'est que Spyco, de ce que j'ai regardé encore une fois, c'est un investissement avec un minimum beaucoup plus bas, mais c'est pas dans une structure tokenisée. C'est vraiment un accès au sous-jacent direct, mais avec des restrictions moindres, avec beaucoup plus de flexibilité sur qui peut accéder à ces fonds. Archax est un petit peu différent dans la mesure où eux, ils ont lancé des... Alors, c'est pas des fonds tokenisés, c'est des fonds, et eux réémettent un espèce de certificat de détention d'une part de fonds, etc., qui représente, c'est un peu du back-to-back. Okay. Mais effectivement, ça reste des solutions un petit peu à la marge. Quand on regarde même les montants de ce qu'a BlackRock sur son fonds, qui est plusieurs centaines de millions, que Ondoa, c'est plusieurs centaines de millions, par rapport à des structures un peu plus nouvelles, qui en fait, aujourd'hui parlent au grand public, mais le grand public ne sait pas toujours que ces structures existent. Ouais. Alors, pour résumer, du coup, les trois catégories qu'on vient de voir, donc il y a les SPV, donc, qui sont des fonds non régulés, qui sont tokenisés. Il y a les fonds privés qui sont tokenisés. Donc, par exemple, les Beadle de BlackRock, Ondo Finance, etc. La troisième catégorie, ce sont des fonds ouverts au grand public qui sont tokenisés comme Spyco. Et donc, on peut dire qu'il y a une quatrième catégorie, c'est la solution où finalement l'utilisateur va prêter ses fonds directement à la structure et qui va acheter des T-bills avec. Et donc là, on parle de trade finance. Et c'est ce que vous faites. De OpenTrade, pardon, et c'est ce que vous faites. Alors, exactement. La quatrième solution, et pour être tout à fait honnête, j'en ai pas encore vu j'ai pas vraiment vu de solution similaire. Ok. Donc je pense qu'on est les seuls. Nous on ne voulait surtout pas que nos clients
qui eux, en fait, utilisent notre solution pour permettre à leurs utilisateurs de générer des intérêts. On ne voulait pas que nos clients doivent s'exposer ou acheter des titres financiers, des securities, et on voulait trouver une solution un petit peu différente de leur permettre de générer des intérêts tout en gardant des sous-jacents qui sont tout à fait les mêmes au jour d'aujourd'hui que le reste du marché, des T-bills américaines, des bons du trésor, etc. Et la façon dont on a trouvé de faire ça, c'est effectivement que ces entités-là fassent un prêt à une ESPV. Donc on a tout à fait la même structure d'entité, bankruptcy remote, c'est-à-dire que l'entité a une balance sheet d'elle-même, c'est-à-dire que OpenTrade n'a pas d'incidence sur le fait que l'entité puisse être en banqueroute ou autre. Donc l'argent est protégé de cette façon-là. Et on va utiliser l'argent que nous prêtent nos clients pour investir dans du collatéral. Et ce collatéral, c'est des bons du trésor. Et comme on voit de plus en plus que les taux d'intérêt vont baisser, qu'on a des clients qui voudraient générer plus d'intérêt, et donc pour générer plus d'intérêt, il faut aller chercher un petit peu plus de risques. Et la façon dont on fait ça, c'est s'ouvrir sur du commercial paper, c'est-à-dire de la dette privée, d'aller se mettre sur des bonds des gouvernements d'autres pays, des pays émergents notamment, et puis du trade finance, donc de l'affacturage, ce genre de choses, qui restent relativement court terme, mais qui permettent d'aller chercher un petit peu plus d'intérêt. En gros, pour résumer, vous allez dire, voilà, par exemple, il y a un produit A, B et C. Le produit A va avoir tel rendement, B tel rendement, C tel rendement. Et pour chaque produit, vous allez dire, voilà, on va s'exposer à ça et ça et ça. Donc, par exemple, le produit A, ça va être les bons du trésor américain. B, ça va être des bons du trésor de pays émergents. C, ça va être, par exemple, un panier. Exactement. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de requalification? Parce que, in fine, ce que vous faites, c'est un moyen un peu détourné, peut-être de tokeniser ces éléments-là? Alors, il y a toujours un risque, et c'est un petit peu pour ça. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est quand on regarde les prospectus de quasiment tous les acteurs, ils excluent les clients américains. Ok, oui, bien sûr. Parce que le régulateur américain est extrêmement rigoureux sur justement cette reclassification. Et quand on vend des produits aux États-Unis, il y a une énorme chance d'être reclassifié en vendeur de securities. Okay. Donc, on va dire qu'il y a des pays qui sont plus à risque d'un point de vue régulatoire. Ensuite, alors, forcément, nous, ce qu'on fait, c'est dès qu'on a un client dans un pays nouveau, on va aller rechercher via un cabinet juridique une opinion légale pour être certain qu'effectivement, la structure qu'on offre ne fait courir aucun risque, soit à nous, soit à nos clients, de reclassification, et de faire en sorte que ce ne soit pas une structure qui soit, on va dire, interdite dans le pays pour des raisons diverses et variées. Okay. Donc, oui, il y a toujours un risque. Ouais, mais ça dépend des pays, et donc vous faites une vérification. On n'a pas, à part aux États-Unis, et encore, il y a certaines, on va dire, exceptions, mais on n'a pas encore rencontré ce genre de problème. Et ce qui permet, c'est vrai que d'un point de vue de l'OpenTrade, nous, on n'a aucune relation avec l'investisseur final. Ouais, et justement, j'allais y venir. Comment vous commercialisez du coup votre produit? C'est via des intermédiaires, donc des plateformes d'échange, des néobanques, je ne sais pas. Alors, c'est exactement ça. C'est des néobanques, c'est des échanges de crypto qui ont soit des déposits en stablecoin, soit qui ont du collatéral. La majorité des échanges ont du collatéral, que ce soit pour des dérivatifs, pour des perps, pour ce genre de produits financiers sur les cryptos, pour lesquels ils ont en réserve des stablecoins qui voudraient bien faire fructifier. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, et je pense que tu entends parler tout à l'heure, il y a non seulement différents actifs financiers, mais il y a aussi différents types de clients. Je pense à des échanges. Si, par exemple, je suis un trader sur un des échanges partenaires qu'on a, qui s'appelle Wooex, qui est un échange plutôt sur l'Asie, ben, je vais vouloir faire de l'intérêt, mais sortir et rentrer et sortir extrêmement vite. Donc, je veux pouvoir mettre de l'argent aujourd'hui, le récupérer demain, parce que je veux trader d'autres devises. Donc, on peut faire du très très court terme, généralement pour des échanges, pour vraiment des traders, et on peut faire du plus long terme, on va prendre des néobanques en Amérique latine, qui eux ont créé toute une infrastructure stablecoin parce que
il y a une diversification des utilisateurs dans ces pays-là qui ne peuvent pas accéder au dollar directement, qui du coup ont une exposition au stablecoin, mais qui gèrent ça comme ils géreraient un portefeuille patrimonial quasiment. Et donc du coup là, on peut se permettre d'avoir des produits à un petit peu plus long terme, qui génèrent plus d'intérêt, mais qui sont bloqués. Pour te donner une idée, l'avantage des T-bills, c'est que les plus courtes sont 7 jours, et donc ce qui permet de garder de la liquidité. Ouais. Il y a même mieux que les T-bills qui sont les money market funds, un petit peu ce que Spyco en fait propose au marché, c'est déjà une couche, mais c'est une couche qui est généralement pas très chère et qui sont beaucoup plus liquides puisque là c'est de la liquidité journalière et qui donne quasiment la même exposition que des T-bills. Et ensuite il faut faire attention, en fait, il faut vraiment adapter la structure, le sous-jacent, avec ce que veulent les investisseurs ou les clients potentiels. Complètement. Et alors, c'est intéressant, je pense, c'est de revenir aussi sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'effectivement, vu qu'il y a des taux directeurs assez élevés, les plateformes d'échange ou autres brokers vont avoir de plus en plus tendance à rémunérer leurs clients. Je pense par exemple à 2 exemples. Le premier, c'est une plateforme c'est un broker d'actions qui s'appelle Interactive Broker, où tu déposes du cash dessus et directement, je crois que tu vas toucher un yield, alors que là on est en cash. Si on prend aussi l'exemple peut-être de Coinbase, sur Coinbase, tu peux dire voilà, mes USDC, j'accepte de toucher un yield, et donc juste en détenant des USDC sur Coinbase, tu vas pouvoir gagner du rendement. Et la question, c'est déjà comment s'y prend Coinbase, et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se généraliser à toutes les plateformes d'échange Alors, c'est 2 choses différentes. Ouais. La façon dont ils génèrent leur intérêt, ils le font de 2 manières différentes. Ouais. Alors, je connais pas Interactive Broker, mais bon, on a quasiment la même solution sur nos custodians traditionnels. C'est-à-dire que les fonds n'auraient jamais sur un compte courant. Ils sont immédiatement investis sur un money market funds, on va dire, qui est quasiment du cash, qui est considéré plus ou moins comme du cash, mais qui génère des intérêts. Et donc, effectivement, c'est une manière de rémunérer les détenteurs de dollars tout à fait classiques. On ne parle pas de tokenisation ni rien du tout. Coinbase, alors, encore une fois, je ne travaille pas pour Coinbase, mais effectivement, ils utilisent, il y a plein d'échanges qui le font, leur propre trésorerie. Ils font ça, alors je ne sais pas si c'est du budget marketing, du budget acquisition client, mais ils vont rémunérer avec leurs propres fonds les détenteurs du USDC ou d'autres stablecoins. Mais ils font bien quelque chose de ces USDC. Ils ne vont pas juste les laisser dormir en banque, ils vont quand même peut-être les prêter aussi. Et justement, je me dis peut-être via un produit dont on vient de parler, type un OUEG ou un produit comme le vôtre. S'ils ont le droit de le faire, oui. Ça dépend un petit peu. Alors, encore une fois, quand vous quand vous mettez votre argent sur un échange, ça peut être fait de 2 façons. La première, c'est de dire l'échange devient le détenteur légal de l'argent et du coup, je les autorise à les investir. C'est un peu ce qu'on fait avec notre argent dans les banques. Quand on dépose son argent sur un compte bancaire, la banque l'utilise pour aller le prêter ailleurs. Ou alors, et ça, on rentre sur la partie un peu plus institutionnelle de la custody de crypto, c'est de dire, ah non, le custodian est là uniquement pour sécuriser les fonds, mais n'a aucun droit sur ces fonds, n'a pas le droit de le réinvestir, de le prêter, etc. Donc, ça dépend. Je pense que pour la partie retail, c'est effectivement la première solution. Ils ont les cryptos. Tant qu'ils gardent de la liquidité pour subvenir aux besoins de gens qui voudraient les retirer, etc., tout va bien et le surplus est investi. Et ensuite, ils passent une partie ou tous des intérêts à leurs clients. Ok. Et d'ailleurs, tu parlais de banque. Tu penses que dans un futur proche, on pourrait être rémunéré pour détenir du cash en banque ou en France, c'est un cas un peu particulier Alors, tu sais, moi, ça fait 6 mois que je suis en France, après 20 ans à l'étranger. Ouais. J'ai rarement vu des banques qui ne rémunéraient pas les comptes courants. Ouais. Donc je pense qu'il y a sûrement on va dire une situation un peu unique franco-française. Il n'y a pas de raison de ne pas rémunérer. Dès que l'argent peut être investi, l'argent génère des intérêts et ensuite les intérêts peuvent être renvoyés à leurs investisseurs. Ce que tu dis, c'est que quand tu étais à l'étranger, tout le temps, en fait, ton cash en banque était rémunéré sans faire
quelconque action. Ouais, ok. En général, oui. Alors, c'est pas des intérêts fous, mais Oui, mais c'est déjà ça, quoi. C'est des intérêts. Alors, effectivement, il y a quand même, faut quand même le dire, il y a quand même une situation très particulière. Il y a 3 ans ou 4 ans, non seulement les intérêts étaient à zéro, ou ils étaient même négatifs sur certaines devises, comme l'euro. Donc, les stablecoins n'étaient pas très attractifs, et en fait, les banques, alors pas pour les clients retail, mais pour les clients institutionnels, faisaient payer l'argent sur les comptes. Ouais. Complètement. En Angleterre, c'était comme ça. En Allemagne, c'était comme ça. Ouais, au-delà d'un certain c'était montant, l'inverse. C'est-à-dire qu'on était pénalisé ouais. si on déposait de l'argent en banque. Ouais. Donc, c'est quand même extrêmement corrélé avec la situation des taux du marché. Complètement. Et pour revenir aux plateformes d'échange, je me posais la question suivante, c'est aujourd'hui, si demain, toutes les plateformes d'échange proposent à leurs utilisateurs, tu vois, de s'exposer à des bons du Trésor, par exemple, américains, finalement, est-ce qu'elles peuvent proposer la solution de Ondo ou de Spyco ou la vôtre, ou c'est quoi la différence? Ce serait quoi les contraintes selon les... je veux dire, ce serait pareil d'un point de vue utilisateur Alors, elles le font aujourd'hui. Hein, quand vous cliquez sur l'option, alors je sais pas, ça s'appelle Earn, ouais. Yield. Sur Coinbase, par exemple. Sur, ou tout, d'ailleurs. Ouais. Pour être honnête, sur la majorité des plateformes, maintenant, dès que c'est permis. Alors, et c'est vraiment ça la grosse différence. C'est dès que c'est permis, ils le font. Donc, encore une fois, on peut investir sur du DeFi, on peut investir sur du staking, et maintenant, on peut investir sur des solutions. Alors, c'est pas toujours... Si c'est de l'open trade, des solutions open trade, nous, on ne sera pas visible, on n'investit pas dans open trade, nous, on est juste un facilitateur pour que les gens récupèrent du yield, mais effectivement, on peut acheter un token Ondo, on peut acheter un token OpenEden, on peut acheter un token Future State, etc. Mais est-ce que la contrainte justement, c'est que la personne, vu que normalement c'est des produits qui sont sujets à vérification d'identité, est-ce que la vérification d'identité faite par l'échange suffit ou pas? Et sachant que normalement c'est des montants minimum. Alors là est tout le problème, il y aura toujours un montant minimum, il y aura toujours une qualification ou un onboarding plus poussé des investisseurs pour qu'ils rentrent dans la case des qualified professional investors, etc. Et il y aura surtout un problème de licence au niveau de l'échange. Donc, il faut que l'échange puisse avoir les licences réglementaires pour proposer ce genre de securities à ses clients retail. De ce qu'on a vu, ça fait beaucoup de contraintes, ce qui fait que les échanges aujourd'hui restent sur la partie, on va dire, non régulée du staking et de l'accès au DeFi. Et du coup, les solutions open trade qui viennent en fait comme, on va dire, un compromis entre avoir accès aux sous-jacents d'une manière indirecte sans rentrer dans j'achète des parts de fonds ou j'achète des securities. Parce qu'en fait, tu as un taux, tu prêtes finalement à Open Trade, c'est marqué, et en fait, c'est un taux, c'est un prêt à une boîte et pas un achat d'un sous-jacent. Exactement. Ok. Et d'ailleurs, tu peux donner un autre exemple, tu parlais d'un exchange asiatique, est-ce que tu as un deuxième exemple de boîte avec laquelle vous bossez, un exchange par exemple, ou une banque Alors, il y en a plusieurs. Donc, Wuex qui est, je crois, à Taïwan, mais qui est un échange aux Seychelles. Il y a Trax, pour parler d'une boîte française, qui, elle, a plusieurs produits. Donc, elle a des indices de crypto et elle a un produit sur lequel on peut investir des stablecoins et générer des intérêts. Via vous, du coup Donc, via OpenTrade, même si sur la plateforme, vous ne verrez pas OpenTrade, puisque nous, on ne parle jamais à l'investisseur final. Un de nos plus gros clients, c'est une néobanque en Colombie qui s'appelle Litio, qui, encore une fois, est une néobanque, on va dire quasiment purement crypto, mais qui permet un petit peu comme ce dont on parlait sur les banques traditionnelles, qui permet à ses clients d'investir leur excédent de stablecoin sur divers produits. Et je pense qu'ils seront un des pionniers justement sur cette diversification sur du trade finance, des emerging market bonds et ce genre de produits. Ok. Et dernière question, c'est vrai qu'il y a eu un engouement des bons du Trésor tokenisés, on l'a dit, parce que tu vois, il y a eu une explosion des taux directeurs, on a dépassé les 5%, mais à terme, c'est peut-être pas viable parce que si les taux directeurs redeviennent sur des niveaux plus bas, finalement il y aura moins d'intérêt. Mais peut-être que c'était un produit d'appel intéressant, tu vois, pour populariser aussi ce qu'on appelle les reward assets. Et pour toi, c'est quoi les assets qui pourraient être arriver ensuite, qui pourraient avoir une hype sur la blockchain? Je sais pas, ça pourrait être de l'or, des actions tokenisées. C'est quoi pour toi les prochaines étapes de ce marché des reward assets Alors, je pense que le meilleur exemple, c'est de regarder la réserve que Tether publie.
Parce que bon, Tether, ils ont exactement le même problème. Ils récupèrent du dollar. Ah oui. Eux, il faut qu'ils l'investissent pour des raisons commerciales. Hein. C'est uniquement pour se financer eux et pour générer du profit. Quand les taux étaient très bas. Alors, si on regarde Tether aujourd'hui, c'est quasiment 100% bon du trésor américain. Pourquoi ? Zéro risque, 5% de return. Et qui gère beaucoup de trésors. Enfin, j'ai pas regardé récément, mais ils doivent avoir au moins 120 milliards, pardon, oui. Enfin, c'est des entreprises, on le disait. Ils font 5-6 milliards par an de plus-value, de profit. Pour 50 employés, donc voilà, c'est une des entreprises les plus rentables du monde. Encore une fois, un risque zéro dans la mesure où ils sont exposés à la dette américaine. Mais quand tu regardes quand même Mais quand on regardait, alors je finis juste, ça c'est aujourd'hui, avec des taux à 5%. Si on regarde la même réserve de Tether il y a 3 ans, où les taux étaient à quasiment zéro, là c'est différent. Alors là, il y avait des commodities, de l'or, des métaux précieux, énormément de commercial paper, c'est-à-dire de la dette privée court terme. D'entreprises dont on ne connaît pas le nom. Peu importe, je crois qu'ils étaient à l'époque l'un des plus gros acheteurs de dettes d'entreprises aux États-Unis, parce que c'est des gens qui font ça à court terme, parce qu'il y avait plus d'intérêt. Donc on va en fait, je pense, retourner sur ce genre d'assets, parce que quand on s'est habitué à 5%, on veut garder les 5%. Les gens ne sont pas habitués à acheter des bons du trésor. Ils sont habitués à acheter du 5% d'intérêt. Alors, je ne suis pas forcément d'accord parce que tu es aussi enclin à acheter des bons du trésor parce que tu sais que c'est un actif relativement sûr. Détenir, par exemple, après Tether, tu supportes les risques mais pas les avantages parce que tu t'es incentivé à 0% en tant qu'utilisateur alors que tu ne sais pas forcément dans quoi ils investissent. Et effectivement, si tu n'as pas de visibilité sur les investissements, est-ce que ça ne peut pas poser problème en tant qu'investisseur? Nous, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'en fait, la demande qu'on a eue de garder des taux d'intérêt hauts, voire encore plus hauts, c'était une demande de gens qui étaient sur des bons du trésor, qui en fait veulent continuer à garder un taux d'intérêt élevé, avec une... Alors, oui, tout le monde adorerait ne pas prendre de risques, mais avec une prise de risque peut-être un petit peu plus grande, tout en restant modéré. Hein. Si jamais on veut faire du 20% d'intérêt, il faut aller sur de la DeFi. Là, il y a plein de solutions qui offrent, alors pas du tout sécurisées, etc. Il n'y a pas de sous-jacent, mais il y a plein de solutions qui existent. Mais effectivement, je pense qu'il y a une habitude à garder des intérêts assez élevés sur des stablecoins. Pas tout le monde, hein. Encore une fois, tout ce qui va être extrêmement court terme, money market funds, T-bills, parce qu'elles sont extrêmement liquides, les taux d'intérêt vont baisser. Est-ce que les gens, du coup, vont pas aller sur d'autres produits, sur d'autres cryptos, etc. J'en sais rien. Mais je pense qu'il y a des produits un peu plus sophistiqués qui vont devoir se créer. Parce qu'effectivement, si les taux d'intérêt baissent, les gens ne se rémunèrent plus. C'est-à-dire que toutes ces plateformes, OpenTrade y compris, prennent des frais de gestion de la structure, de la couche dont on parlait. Si jamais il n'y a plus assez d'intérêt, il n'y aura plus de revenus. Complètement. Et donc, il n'y en aura plus pour l'investisseur, il n'y en aura plus pour les... Donc effectivement, il faut pouvoir se diversifier. Il faut pouvoir offrir aux clients une diversification et je pense qu'elle va arriver naturellement. Ok. Maxime, merci beaucoup. C'était top. Maintenant, on en sait un peu plus sur quelles sont les différentes options pour s'exposer aux bons du trésor américain. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est un peu le moment carte blanche. Est-ce qu'il y a un autre sujet dont tu voudrais parler pour la fin Peut-être un conseil à tout le monde, c'est vraiment de regarder sur tous ces investissements, que ce soit sur du yield, crypto, non-crypto, etc. Malheureusement, il faut regarder dans les détails. Il faut vraiment se poser la question de comment le yield est généré. Effectivement, on a un site web qui est assez bien fait, puisque nous, on est plutôt transparent. Donc, on a vraiment mis toutes les structures, opentrade.io. Et en fait, on a vraiment décrit... mais j'ai trouvé pas mal d'autres sites, hein, les sites de Hondo, OpenEvent, Spyco aussi, ils détaillent vraiment les différentes... Ouais. Donc, allez regarder, soyez curieux, bien sûr. Posez des questions. Mais effectivement, je serais ravi de pouvoir revenir et te dire comment est-ce qu'on a diversifié en fait la génération d'intérêt pour des clients. Aujourd'hui, c'était des bons de trésor, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a trouvées qui effectivement permettent de garder des intérêts élevés en minimisant les risques. Yes. Dans quelques mois. À suivre. À suivre. Merci beaucoup. Merci Gary. Top.